Président, vous avez fait part de votre, je vous cite, très mauvaise humeur. On est deux. Moi aussi, je suis de mauvaise humeur quand je vous entends sur les comptes de l'État, parce que vous parlez du déficit des comptes publics. Le bilan économique du macronisme est certes une catastrophe pour la nation. Bon, mais ce qui m'énerve considérablement, c'est que vous nous parlez du déficit public. Hier, d'ailleurs, vous étiez même sur BFM TV pour nous dire toutes les économies, tous les sacrifices que doivent faire les Français. Alors, sauf sur la fraude fiscale, le président Coquerel, vous en avez parlé. Vous avez dit hier qu'il n'y avait, je vous cite, rien à gratter. C'est un peu étonnant parce qu'il y a quand même un rapport de la Cour des comptes, dont vous êtes le président, de fin 2023, qui dit, je cite, « La France ne dispose d'aucune évaluation rigoureuse de la fraude fiscale ». Donc moi, je vous demande sur quelle étude précise vous basez-vous pour dire publiquement et avec autant de sérénité qu'il n'y a rien à gratter sur la fraude fiscale. Enfin bref, vous parlez de beaucoup de choses, sauf quand même de l'éléphant qui est dans la pièce, c'est-à-dire qu'il y a 100 milliards d'euros de la TVA, premier impôt du pays, impôt douloureux pour les Français des classes moyennes et populaires, 100 milliards qui ne vont plus dans le budget de l'État, mais dans les budgets de la sécurité sociale et des collectivités pour compenser des suppressions d'impôts et des cotisations pour les plus riches et les grandes boîtes. Le président Coquerel vous a interrogé là-dessus, vous avez répondu, je vous cite, « Je vais éviter ce qui est idéologique ». Moi, pardon, vous n'êtes pas gêné hier sur BFM pour parler du fait qu'il fallait réduire le coût des transports médicaux ou de passer aux médicaments génériques. Donc sur le budget de l'État, vous pouvez dire qu'il faut, par exemple, je vous cite, mettre le paquet sur les 2 milliards de la fraude sociale, mais sur les 100 milliards d'euros de TVA détournés du budget de l'État, vous avez, on dirait, plus rien à dire. Vous n'avez rien à contrôler, rien à évaluer. Il n'y a pas un abus, pas une fraude, il n'y a pas une utilisation qui serait mauvaise ou pas très saine de l'argent public. Il n'y a rien. Rien. Vous avez fait une recommandation dans votre rapport. D'ailleurs, elle est bonne, on vous suit là-dessus. C'est la recommandation numéro 3, si je ne me trompe pas, réintégrer l'ensemble des dépenses fiscales relatives à la TVA, y compris pour les parts attribuées à d'autres administrations publiques que l'État, dans le montant total des dépenses fiscales figurant dans le projet de loi de finances. Ça serait utile parce qu'effectivement, ça nous permettrait de nous rendre compte publiquement, notamment à l'ensemble des Français, des sommes qui sont en jeu, c'est-à-dire plus de 100 milliards d'euros qui sont détournés. Mais je suis désolé, quand vous dites notamment aux Français sur des chaînes publiques qu'il faut se préparer à faire des efforts, il faut aussi commencer par vos services. Monsieur le Président. Alors, j'allais dire que je suis de bonne humeur, parce que pour la première fois, je ne vous vois pas de dos. Et ça fait plaisir, parce que tourner le dos systématiquement, poser des questions, je me dis depuis des années que c'est d'une grossièreté absolument sans nom. Parce que c'est sa place, hein. Oui, mais quand on veut poser une question, on se tourne. Il n'y avait jamais personne en face. Donc, non, mais, pardon. Mais c'est parce que vous vouliez aussi vous faire enregistrer. Allez, mais venons aux vraies réponses. Je donnais à M. Guiraud un motif de très bonne humeur de ma part. Je suis content de le voir en face, parce que quand on me contredit ou m'interroge, je préfère avoir un interlocuteur plutôt que quelqu'un qui me tourne le dos. David Guiraud se cache pas en général pour poser des questions. Allez-y. Mais non, mais les questions sont là. Après, je suis d'un peu moins mauvaise humeur. Je ne vais pas reprendre disant qu'il faut mettre de l'ordre dans nos services. Je crois vraiment qu'il faut apprendre, quelle que soit la sensibilité politique, à respecter les institutions indépendantes de ce pays. Quand je parlais des dépenses d'assurance maladie, c'est parce que je m'appuyais très précisément sur un rapport qui a été rendu public lundi. Exemple, ce que nous proposons d'abord, c'est de lutter contre la fraude, les fraudes sociales. Autant sur les fraudes fiscales, on a fait beaucoup, et je ne crois pas qu'il y ait des masses à gratter. Autant sur les fraudes sociales, elles sont très importantes, c'est à peu près 4,5 milliards d'euros par an. On récupère royalement 600 millions, et encore ça s'est amélioré. Nous disons que si on mettait le paquet sur la lutte contre les fraudes sociales, on pourrait ramener de 1,5 à 2 milliards d'euros. Deuxième chose, et elle a eu raison de le souligner, c'est tout ce qui concerne les transports médicaux, sur lesquels on a le sentiment que ça s'est beaucoup développé ces dernières années, et ça peut être sans doute mieux régulé. Puis une troisième source, c'est tout ce qui est prévention. Si on peut éviter les hospitalisations, c'est mieux. C'est mieux pour la vie des gens, et ça coûte moins cher. Enfin, une dernière piste que je vous donnais, et elle rejoint celle que vous évoquez sur les revenus, c'est les médicaments. En France, les médicaments dits oui, mais ça, c'est un problème de société. Mais indépendamment de ça, les médicaments biosimilaires ou les médicaments génériques représentent 29% en France. C'est 54% dans la totalité des pays de l'OCDE. Si nous développions l'usage du générique, c'est notoirement moins coûteux, alors ça diminuerait les coûts. Voilà ce que sont les principales pistes. Des rapports de la Cour des comptes sur tous ces sujets, il y en a. J'ai dit moi-même que nous avions en cours de préparation un rapport sur la lutte contre la fraude fiscale qui sortirait fin 2025. Et je peux corriger mon propre propos. Il était sûrement un peu rapide. Ce que je voulais dire, c'est qu'il est fantasmatique de s'imaginer qu'on va réduire les déficits en allant combattre uniquement la fraude fiscale, que beaucoup a été fait en la matière. Je voulais surtout souligner qu'en matière de fraude sociale, nous étions très loin d'avoir la même performance.
je ne peux que vous inviter à lire les rapports de la Cour des comptes. Ils ne sont pas la vérité. Vous savez, moi, je sais qu'un rapport, c'est toujours réfutable. Ils ont un avantage. C'est pour ça qu'ils devraient être respectés au-delà de telle ou telle personne. Et celle du Premier président, en l'occurrence, n'est que le porte-parole de l'institution, parce qu'à chaque fois, ce sont des travaux objectifs, qui reposent sur des faits, des chiffres, et qui procèdent d'une collégialité qui est faite d'hommes et de femmes dont je peux vous assurer qu'ils ont des sensibilités politiques, des regards sur le monde qui sont extrêmement différents. C'est ce qui fait tout le sel de cette maison. Et j'entends que cela soit respecté. Sur la question rapidement de la fraude sociale, j'aimerais savoir comment vous estimez sa composition, parce qu'on a souvent le sentiment, on laisse donner le sentiment médiatique que ce serait des fraudes au RSA ou de la part des plus pauvres, alors que 80% de la fraude sociale est souvent des fraudes aux cotisations des employeurs. Et enfin, puisque vous estimez qu'il y a des choses à aller chercher sur la fraude sociale et que vous estimez la capacité à monter à 2 milliards de récupérer sur les 3 milliards qui sont estimés, c'est-à-dire 66% de ce qui est estimé pourrait être récupéré. Je me permets de dire que sur la fraude fiscale, si sur les 100 milliards d'estimés, on est capable d'en récupérer 66%, ça veut dire qu'on pourrait récupérer 66 milliards, là où la ministre de Montchalin annonçait qu'on en avait récupéré 16,7 milliards l'année dernière, c'est-à-dire que c'est 50 milliards d'euros supplémentaires qui pourraient être à aller chercher si... Vous-même, le député Guiraud, m'avoir permis de rectifier, de corriger une expression trop rapide dans les émissions de télé sur il n'y a pas des masses à gratter. Ce que je voulais dire simplement, c'est que ne croyez pas que c'est la recette magique que de penser lutter contre la fraude fiscale, ce qui évite de se poser la question des économies en dépenses. C'est pas vrai. Vous avez évoqué le chiffre de 16,6 milliards, je peux vous assurer que c'est déjà très considérable. Et il ne faut pas confondre non plus la lutte contre la fraude fiscale et la lutte contre l'évasion fiscale. Vous parliez de délocalisation, de firmes internationales, c'est un autre sujet. Ce que je voulais dire en réalité, c'est que sur la fraude sociale, pour le coup, nous sommes dans un balbutiement complet. C'est pas 3 milliards, c'est 4,5 uniquement sur les fraudes à l'assurance maladie qui sont concernées et qu'il faut déployer un plan qui permette assez vite d'augmenter ce rendement. Voilà ce que je voulais dire. Je suis heureux que vous me donniez l'occasion de le préciser. Vous faites le constat que les prévisions de croissance sont systématiquement surévaluées, et ce depuis 20 ans. Est-ce qu'en 2026, il ne faudrait pas passer au mot interdit, c'est-à-dire celui d'insincérité, le cas échéant, si ça... Pour la projection, les prévisions de l'évolution des dépenses d'intérêt, je redis ici que je suis preneur d'analyse de soutenabilité de la dette par le HCFP qui permettrait d'avoir une projection non seulement sur l'année en cours, mais même à moyen terme de cette affaire. Pour ce qui concerne, je n'arrive pas à me relire cette troisième question, sur l'insincérité. Alors, première chose, c'est une question à laquelle rapporteur général, je n'ai pas répondu. Il n'est pas illogique, compte tenu de ce qu'est le PSMT, que les prévisions sur 2026 et les années suivantes soient moins détaillées dans le PSMT qu'elles le sont dans le PSTAB. Mais il y en a déjà pour 2026, et nous sommes amenés à constater que la trajectoire est entièrement à crédibiliser et à préciser, et que la trajectoire, la pente, est très forte. Et nous le notons dans notre avis. Il faut faire 0,9 points d'ajustement structurel en 2026, si on tient les 4,6, et il faudra faire 0,7 par an jusqu'au bout. Donc il faut s'attendre, ça je le dis, mesdames et messieurs les députés, dans votre diversité, à ce qu'il y ait des efforts à faire. Comment on les fait, ça c'est votre affaire, c'est le jeu démocratique, mais c'est là. Sur l'insincérité, là aussi ça fait 5 ans que je m'exprime devant vous, en vous disant que je suis très prudent, voire réservé sur l'utilisation de l'insincérité. L'insincérité suppose l'intention de tromper, et elle entraîne, quasi ipso facto, l'inconstitutionnalité du projet de loi de finances. Nous ne l'avons jamais évoqué, et je pense que nous n'avons pas eu tort. C'est allé loin, tout de même. Puis, à telle ou telle occasion que vous devinez, débattre du sujet, sans le retenir. Pour vraiment qu'il y ait insincérité, il faudrait qu'il y ait des choses absolument scandaleuses, évidentes, qui soient constatées. Et donc ce n'est que dans cette situation-là que nous le ferions. Enfin, pour ce qui est de la communication des budgets économiques d'été, il y a une demande de la Cour à l'administration, car ce n'est pas communiqué systématiquement. Il y a réticence à Bercy, mais le travail est en cours. Je ne désespère pas qu'à l'égard tant de la Cour que du HCFP,
la transparence des informations soit améliorée. Je note que là, pour le coup, c'est une recommandation consensuelle de votre rapport au titre de la commission d'enquête. C'est bien sûr indispensable. Nous informez-nous, c'est vous informez-vous.